Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations pour discuter comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional, CNSMD c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute. Et juste rapidement pour introduire Vincenzo, c'est quelqu'un qui est cette année dans ma promo en études en danse. Et j'avais pas mal discuté avec lui, et c'est vrai que je trouvais que son point de vue pouvait être intéressant à partager au vu de ce qu'il avait traversé déjà avant et de son parcours. Donc voilà, je vous laisse écouter. Coucou, salut, Salut. ça va? Ouais. Ok, bon, t'es prêt, on peut commencer. Oui, oui, je suis Ouais. prêt, oui. Alors, est-ce que tu peux me donner ton nom, ton âge et ton parcours, s'il te plaît? D'accord. Alors, Vincenzo, 27 ans, italien, voilà, napolitain. Mon parcours, tu veux comme un récit de vie? Tu me racontes ton parcours qui pour toi, enfin ce qui a fait partie de ton parcours qui te semble important pour toi par rapport à ce que tu as fait dans la danse et là où tu en es aujourd'hui. Donc tu commences à D'accord, partir de là où tu penses que ça a été important. d'accord. Bah, en fait, mon histoire, si on peut dire, de danse est assez, comment dire, on peut dire stéréotypée, mais en même temps un peu triste, si on peut le dire, au début, surtout. Parce que quand j'ai commencé la danse très tard, j'ai commencé la danse la danse classique, je vois. J'ai commencé la danse à 13 ans et demi, 13 ans, vers 13 ans, 14 ans. Parce que mon père, il ne voulait pas, il était contre. Je venais de la marathon, tu sais, les jogging, le fond, je faisais le Oui, fond. ok. Et j'étais champion régional, comment dire, de Ah ça. ouais, la classe! Et agoniste, donc mon père, il voulait que je voulais que je faisais ça et les études. Mais moi, depuis, comment dire, que j'ai souvenir, c'était la danse. Ma sœur faisait de la danse, moi je voulais faire de la danse, mais depuis que j'avais 7 ans, 6 ans, tout petit. Mais ma mère, elle disait, toi, tu as toujours eu cette envie et on t'a toujours empêché. Donc, ils m'ont fait faire football, je fais tu sais, les volleyball. Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai fait football, volleyball, et surtout que dans les contextes napolitains, à la paroisse, voilà, la paroisse où les enfants jouaient, on s'inscrit à certaines choses, bah, les femmes faisaient la danse et les hommes faisaient le football. Donc comment dire, il n'avait même pas le choix. Donc, quand je disais, mais pourquoi je ne peux pas faire la danse comme les autres? Bah non, tiens, non, tu dois faire football. C'était une bataille avec mon père, avec les contextes culturels et tout ça, pour essayer de rentrer. Et donc, après 4 ans, je pense, à 13 ans, mon père a cédé. Du coup, il m'a balancé les 20 euros. Je me rappelle, c'était le 13 septembre 2006, Ah je la pense. vache. Je me rappelle parce que quand il m'a donné les 20 euros pour aller m'inscrire, parce que les hommes ne payaient que l'inscription. Donc, du coup, je commence à faire la danse classique dans une école privée. Ok. J'arrive, j'étais plein d'espoir, voilà. Et la prof me dit, oui, tu es très, très, très mignon, tu es très gentil, tu es très passionné, mais tu ne feras jamais les danseurs. Tu n'as pas du tout les qualités physiques. Tu n'as pas le coup de pied, tu es complètement dedans, ta Ah musculature ne marche ouais. pas, tu es complètement, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire.
C'est- Surtout que j'avais aucune connaissance, comment dire, du système de danse, de la institutionnalisation de la danse. Je commençais, mais je voulais faire ça. Donc, je fais ça. Mon père a… non, en fait, tu sais, dans les écoles privées, tu dois payer les costumes, tu dois payer une sorte de paiement pour faire les spectacles de fin d'année. Ouais. Et mon père m'a dit, je ne te paye pas, tout simplement. Donc, par contre, dans le règlement de l'école, si tu ne faisais pas les spectacles de fin d'année, tu ne pouvais pas passer l'année. Tu ne pouvais pas valider. Donc, du coup, ma prof, elle a dit, t'inquiète pas, je veux te payer moi-même. Hein. Donc, elle m'a payé et j'ai pu faire les spectacles de fin d'année. Et après, par contre, mon père a commencé à se décontracter parce qu'il avait vu que ce n'était pas quelque chose de passager. Toute ma vie était dédiée à ça, comme toutes mes journées. Et lui, à un moment, il a dû accepter, échapper de la maison. J'ai dénoncé mon père au prof. J'ai commencé à arrêter d'étudier. Comment dire, c'était devenu une blague à un moment. À un moment, mon père, bon, basta, a dit, fais la danse, arrête de me… Ma mère a dit, oui, laisse-lui faire. Tout d'un moment, il va abandonner. Du coup, pendant un cours de modern jazz, je pensais que je devais aller vers le modern jazz. Ok. Je pensais que c'était ça. Par contre, mon prof de modern jazz, il me dit, tu n'as rien à faire ici, tu dois aller dans l'Opéra de Naples, l'école de danse de l'Opéra de Paris. Il m'a dit, tu dois rentrer dans cette école. Ma prof de classique, elle dit, mais c'est impossible, il n'a pas du tout comment dire, il a pas du tout les qualités physiques pour faire ça. Il a dit non, il a les qualités physiques, sauf qu'il a fait tellement de sport, de football, il est complètement bloqué. Donc, ils m'ont fait faire du gyrotonique, du pilates, même de la gymnastique pour essayer d'allonger parce que mes muscles, ils étaient, en fait, ils me disaient que mes muscles étaient très contractés parce que j'avais en forme, je faisais toujours du sport, donc j'avais un mouvement très dans l'explosion, très comment dire, dans la résistance, donc mes muscles n'étaient pas aptes à se détendre. Et donc, du coup, on a travaillé sur ça pendant un an et j'ai fait l'audition pour l'opéra. Mon corps avait beaucoup changé, je dois le dire. Mon corps, grâce à tous ces travaux, avait commencé à prendre une forme assez qui rentre dans les critères, dans les barèmes physiques. Et t'avais quel âge au moment de l'audition? J'avais 14 ans, 15 Ok, ans, oui. J'avais ok. 15 ans. Donc, c'était très tard. À l'opéra, j'y vais. On était 140 élèves. Et ce 140 élèves, ils avaient 5 places. 3 pour les filles et 2 pour les hommes. Donc, on fait, ils me prennent les mesures de tour de cou, tour de tête, la tibia, toutes les histoires, l'en dehors, les pieds, hein, c'était tout ça. Et la directrice, je me rappelle que c'était une ancienne danseuse étoile de la Scala de Milan, qu'elle avait travaillé avec Claude Bessy. Donc, elle avait fait l'école de danse de l'Opéra de Paris à l'identique de l'Opéra de Paris. Donc, on avait une méthodologie française. Donc, voilà. Et même la formation, comment dire, la structure, sauf qu'on a 8 ans à la place de 6. On n'a pas les 6 divisions. Donc, j'ai fait l'audition. Elle n'était pas sûre au début. Elle a dit, tu n'as pas les potentialités techniques, mais elle a dit, je vois le feu dans les yeux. Elle a dit, je vois ça, je vois la rage, bon, je te donne une place. Donc, mon père, le pauvre, il a dû accepter. Par contre, là, mon père a montré l'intelligence parce que là, tu payes quelque chose par mois, mais c'est comme des frais de scolarité publique. Ouais. Donc, j'ai dit, papa, il n'a pas payé ça, mais il aura des frais. Et j'ai dit, moi, je ne peux pas. Et mon père, attends, c'est pas qu'il n'avait pas le salaire, il avait un bon salaire. Donc ce n'était pas ça. Le problème, c'était vraiment à Ouais, la c'était base. significatif, ouais. Voilà, donc je lui dis, écoute, ça, c'est une école tout l'Italie vient ici pour étudier. Pourquoi je n'ai pas le droit? Après, je me fais une audition aussi pour l'English National Ballet, pour l'Opéra de Rome. J'étais pris, mais le problème, c'est que mon père a dit, j'ai pas les moyens de t'envoyer à Rome ou à Londres. Donc, tu restes à Naples et tu feras tout ici. Voilà, donc je suis resté à Naples. Je rentre dans l'école de danse. Dans l'école de danse, je suis rentré à la 4e division, celui directement. Ma prof, c'est pas qu'elle m'aimait pas, mais j'avais pas les niveaux que les autres. Les autres, ils avaient commencé depuis qu'ils avaient 7 ans dans l'école de danse de l'opéra. Et Ouais. moi, j'ai débarqué à 15 ans déclaré à faire voilà, le cours avec eux. Elle m'a dit, écoute, je réfléchis si je dois te virer ou te faire répéter l'année. Mais tu Ouais. passes pas. C'est sûr, mais tu passes pas. Du coup, parce que nous, on a un examen tous les 3 mois à Naples. Tous les 3 mois, on fait un examen. Et si un des 3, il est négatif, tu peux être viré ou répété. 1 sur 10, si tu as 5, tu peux être viré. Ouais. Donc, à l'opéra, on faisait 6 fois par semaine, je ne sais pas combien de heures par jour. Voilà. Donc, première année, redoublé. Oui, j'ai Ouais, redoublé. ouais. Je fais 4e. Et après, j'ai fait 5e. J'avais l'énergie, j'avais la coordination, j'avais l'essence de la dynamique, l'essence artistique. Il disait, il est beaucoup artistique, mais il manque il n'est pas technicien. 5e division, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Bah, après, j'avais continué le gyrotonique, les pilates et tout ça. Mon corps, il est parti et du coup, ma laxité ligamentose est sortie.
Donc, je commençais à avoir les jambes onyx, les coups de pied, les jambes élevées et tout ça. Et du coup, après, c'était bon. On était parti en 15 dans la classe des hommes. On a pris notre diplôme de danse. On est arrivé en deux hommes. Et à la dernière année, le Bolshoi Ballet Academy a choisi 5 hommes dans l'école de danse pour les ramener au Bolshoi pour les faire travailler, étudier. Et donc, j'ai été choisi parmi les 5. Et t'avais quel âge au moment où t'es parti en Russie? C'était autour de 19 ans. Après, j'ai étudié aussi avec des profs au Bolshoi parce qu'ils avaient invité l'école de Naples, l'école de Rome, le Bolshoi, Hamburg Ballet, l'American Ballet Theatre et je ne me rappelle plus. On était beaucoup d'écoles professionnelles, tout dedans à étudier. En fait, eux, ils étudiaient notre technique et nous, on apprenait par eux. Donc, on était là. Et on a fait des spectacles au Bolshoi Ballet Academy à Astrakhan, qui c'est à la frontière russe de la Géorgie en bas. Et après, on pouvait décider de pouvoir travailler ou pas. Moi, je préférais rentrer parce que je n'aimais pas du tout leur façon de travailler. Plus à ça, mes dernières 3 années, en plus de la danse, à l'école de danse de l'opéra, j'ai prenais des cours privés ailleurs de pointe avec un danseur de Matzek, qui s'appelle Luc Bouy. Ok, Donc, j'étais dans ouais, l'école. ouais. En parallèle, je faisais l'activisme pour les droits des homosexuels. Je m'occupais de la bataille des homosexuels. L'université de sciences politiques et relations internationales. Et je prenais les cours en privé Pointe. de pointe. Qu'est-ce qui t'a amené à... Alors, le cours de pointe, certes, mais tu vois, tu parles comme si c'est évident que tu avais fait la fac, mais d'un truc, quand tu dis l'université de sciences politiques, c'est ça, hein, c'était la fac. Oui, Et pourquoi? D'où ça sort? Parce que tu as toujours fait parce de la que danse? ma vie est divisée entre la danse et les batailles de droits sociaux et civils. Donc, unir la danse, la culture et la bataille des droits sociaux et civils. Avant, c'était homosexuel, culture, danse. Maintenant, j'essaye de le faire croiser parce que je crois que quelqu'un qui travaille dans la culture peut parler. Et s'il y a des bases de politique aussi, quand je parle de politique, je ne parle pas de parti politique, je parle Oui, vraiment oui, bien sûr. de phénoménologie politique. Ouais. Et je pense que moi, j'ai toujours eu cette passion de la collectivité, de la représentation. J'étais représentant, délégué, je faisais partie de la direction de l'Association nationale des homosexuels quand même. Donc, Mm, à 18 ans, donc ce n'était pas rien. ouais. J'ai fait des choses un peu dangereuses, si je peux le dire. J'occupais des immeubles publics, manifestations, j'occupais les rails, toutes les choses. Donc, Mhm, pendant que je me rappelle encore que j'avais mon sac de danse avec, tu mhm. sais, les haut-parleurs, celui-là en plastique. Ouais, ouais, ouais. Dedans, j'ai rentré après la manifestation. Je me rappelle que les manifestations, ça terminait autour du théâtre. Donc, je terminais la manifestation et j'allais aller au théâtre. Ok, trop bien. Trop bien. Donc, du coup, tu as fait ça quelque part, non pas dans une volonté d'acquérir un poste professionnel qui avait un lien avec ça, mais plutôt pour t'armer, Oui, voilà. C'est pas, en fait, pour moi, avoir des en fait, arguments mais et de la matière. même l'université en danse qu'on fait ici, Ouais. moi, je ne l'ai fait jamais pour avoir un but. Jamais dans ma vie. En fait, je dis que ma plus grande force, c'est d'avoir très peu d'expectatives sur moi-même. Moi, la chose que je veux, c'est d'étudier, c'est d'apprendre et c'est de voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je fais pas, quand ils me demandent pourquoi tu fais l'université en danse, qu'est-ce que ça te sert que toi, tu es danseur, tu es chorégraphe, tu travailles, pourquoi tu fais cette université? Je ne veux pas dire parce que je vais des outils théoriques, non, je le fais pour mon plaisir. Il me manque tellement de choses. Là, par exemple, je me suis dit, bon, après, peut-être la licence en danse, je peux faire économie. Tu vois, moi, je n'ai pas de but. C'est ça, c'est que, comment dire, je ne veux pas être richissime, je veux pas quelque chose parce que je pense que je l'ai déjà. Je peux Ouais. danser et c'est tout. Mon seul but, c'était ça et je l'ai. Ok, donc ensuite, tu es rentré, tu as fait tes cours de pointe. Et il s'est passé quoi entre tes cours de pointe que tu as refait quand tu es rentré du Bolshoi et là, à la fac à Paris? En fait, j'ai pris mon diplôme de danse en 2015. J'ai travaillé 1 an comme précaire en Italie, comme danseur précaire. Donc, je travaillais dans des caves, tu sais, je faisais la guide touristique dansant. Donc, je présentais c'était une catacombe en faisant des développés à la seconde. Donc, je te laisse Mmh. imaginer au black que je devais. J'allais à Rome. Je me réveillais à 5 heures du mat, j'allais à Rome, je faisais les Ouais, retraites, je rentrais, c'était ouais, l'enfer. Et en ouais. Italie, il n'y a pas l'intermittence, il n'y a aucun Ok, soutien. ok. Donc, j'habitais tout seul, je travaillais un petit peu dans les musicals, j'apprends à chanter. Je l'ai fait jusqu'au juin 2016, 2015-2016. Après, mon envie, c'était de danser sur pointe.
j'ai fait l'audition pour les Trocadéro. Ils m'avaient pris, mais ils voulaient que je payais moi-même les visas. Mais je n'avais pas les moyens pour me payer les visas. Voilà, on va dire ce Trocadéro. Et du coup, j'étais prêt à Disney, mais j'ai dit, mais je refusais parce que je me dis, ça va être vraiment très définitif. Quelque chose que ça, j'aurai plus ma liberté, ça sera terminé. Que même sur le CV, tout ça, ça peut Oui, impliquer. oui. Donc, du coup, la chose que je fais, je rajoute un chorégraphe que j'avais trouvé sur Internet, que c'était Philippe Lafeuille. Et je trouve que le jour que je l'ai ajouté, lui, le jour même, il met un avis d'addition, il cherche un homme sur pointe pour son spectacle. Et donc, du coup, j'ai préparé, j'étais pas en forme, j'ai mis les pointes au pied, je me suis fait filmer dans un théâtre comme ça. J'ai envoyé la vidéo et lui, il m'a dit, viens faire l'audition tout jour. Il m'avait déjà donné les plannings. Par contre, il faut pas oublier que je n'avais pas d'argent, comment dire, je n'avais pas des moyens. Donc, Ouais. j'ai pris un Flixbus de Naples à Paris, 26 heures. C'est Ouais. arrivé, j'ai fait l'audition et dans le retour vers Naples, j'ai reçu le contrat. Donc, je me suis trouvé un appartement et ça fait 5 ans. Et depuis 5 ans, grâce à la notoriété de ce spectacle que c'est Tutu, bah, j'ai pu me faire aussi un nom comme chorégraphe parce que j'avais un bon ticket de visite. Et bah, du coup, c'est arrivé que j'ai commencé à faire des pièces en Slovénie pour Célèbre et maintenant je vais en Hollande. Et donc là, ça plus mon intermittence. Mais quand j'ai découvert l'intermittence, j'ai pleuré. Mmh. J'hallucinais. Trop bien. Ok, Mm. ok, ok. Bon, du coup, on va aborder par rapport à tout ça quelques petits axes de réflexion que j'aimerais bien faire avec toi. Est-ce que tu pourrais parler de ta relation avec l'âge que tu as et les formations que tu as faites, quelles qu'elles soient, que tu as conscientisé ou pas, peut-être que c'est pas un truc que tu avais réfléchi, l'âge que tu avais au moment où tu faisais ce que tu étais en train de faire et encore aujourd'hui, ton âge, un jour, il a eu une importance, que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce que tu penses que c'est Mm. quelque chose qui a joué pour toi un jour? Alors, Tu vois, tu personnellement, disais que tu as commencé tard, à 13 ans, alors que pour des gens, ça peut être hyper tôt, enfin, tu vois, et oui, puis parce que en fait, quand je parle de tard, je ne parle pas mon ressenti, du ressenti des autres. En ouais. fait, parce que moi, je dis tout le temps, quand j'ai commencé à danser à 13 ans, par exemple, ok, je sais que c'est pas tard, hein, je pense que la danse classique en particulier, comme il y a le but du contrat, de l'argent, c'est une sorte de dimension politique assez libérale, assez basée sur la réussite, le but, l'obtention de quelque chose. Ils encadrent les artistes classiques dans ce truc-là. Donc, ça veut dire commencer très tôt, être au maximum de physique, rentrer dans des cases. Nous, on doit toujours rentrer dans des cases. Après, qu'est-ce que je ressens moi? C'est complètement différent parce que moi, je suis quelqu'un qui va contre les cases. Et donc, du coup, ça m'a permis de ne pas lâcher. Donc, moi, par rapport à l'âge, je ne vois pas un problème personnel, mais je pense que le problème, il est ailleurs. Je pense que c'est Ouais. la projection qu'ils font les autres par rapport à l'âge. En fait, la chose qui est assez drôle, ils ne m'ont jamais dit, t'es trop vieux, t'es trop jeune, machin. Ils ne disent jamais. Mais c'est un imaginaire collectif que ça conditionne. En fait, les profs, les directeurs, moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à l'âge parce que, en fait, moi, quand j'ai terminé mes études, je commençais tout de suite à travailler. Donc, moi, à 20 ans, je commençais à travailler. Donc, je rentrais dans les cases de l'Italie. Et je pense que si j'étais en France, ça aurait été beaucoup plus différent. Parce qu'en France, les danseurs de l'opéra commencent à travailler à 16 ans Ouais. déjà. Donc, tu vois, c'est contextualisé. Après, je le vois aussi avec mon mec. Mon mec, par exemple, lui, il est français, l'Opéra de Paris, donc il est très encadré par rapport à ça. Et on lui dit non, je suis trop vieux pour danser. Je dis, bah écoute, sauf si tu n'as pas des pathologies physiques qui ça n'empêche, que ça n'a rien à voir avec l'âge. Je dis, tu as des pathologies physiques que ça t'empêche, là, c'est compliqué. Mais tu es debout, tu marches, tu peux danser. D'accord, ok. Surtout que maintenant, je danse beaucoup mieux de comment je dansais avant. Souvent, je me dis, dommage que je ne peux pas danser comme je danse maintenant quand j'étais à l'école. C'est ça Mmh. mon seul regret, de dire, imagine si maintenant, avec toutes les choses qui étaient apprises, de coordination, Ok. Est-ce que tu peux parler, pareil, juste de la relation que tu as avec ton genre, qui, du coup, je présume, est masculin? Donc, oui, que tu as senti que le fait que tu sois un homme, ça pouvait être discriminant pour les femmes, ou alors est-ce que toi, tu sentais discriminé parce que tu étais un homme, ou alors valorisé? Est-ce que c'est des trucs que tu as traversés, des réalités qui pour toi existent et ont fait partie de ta formation, ou est-ce que c'est pas des trucs qui te parlent pour moi, c'est quelque chose, je répète, ils nous ont enseigné qu'il y a l'homme et la femme, et que l'homme doit faire ça et que la femme doit faire ça. Après, ils m'ont ressenti, comme j'ai fait l'association des droits homosexuels, mais c'était notre pain quotidien de parler de ça. Donc, ma conception personnelle par rapport au genre était beaucoup moins binaire, on peut le dire. C'est beaucoup plus ouvert. Par rapport à la danse, ça crée des soucis. Parce qu'en danse classique, à l'opéra, nous, peu importe l'orientation sexuelle, tout ça, un homme devait faire ça. Une femme devait faire ça.
un homme devait exprimer ça, une femme devait exprimer ça. C'était atroce pour moi, que j'avais une conscience, comment dire, beaucoup plus élastique, que je ne pouvais même pas aborder les discours. Ça n'a pas du tout. Et donc, du coup, comme je te disais, j'ai pris les cours de peintre ailleurs que l'opéra, parce qu'à l'opéra, c'est interdit qu'un homme prenne les pointes. C'est interdit. Donc, t'imagines qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, je ne l'ai pas ressenti parce que je n'avais toujours rien à faire. Moi, je voulais faire les pointes. Mais quand on dit tu as voulu faire les pointes parce que tu te sens plus femme, non, c'est erroné. Moi, je voulais faire les pointes parce que je voulais faire les pointes. Je voulais Oui. juste danser. Parce que, surtout, je me dis pourquoi une fille a la possibilité de pouvoir apprendre à faire les pas que moi je fais sur un tour à l'air, un assemblage, un tournant, voilà. Et moi, je n'ai pas le droit de faire des fauteuils sur pointe. Je n'arrivais pas du tout à accepter ça. Donc, je veux savoir où ça me ramène, étudier les pointes pour faire ça. Et après, je me suis rendu compte que pour mon type de physique, pour mon type de façon de danser, dans les contextes externes, je dois danser sur pointe. En fait, ma réussite était quand je me suis mis à travailler sur pointe. C'était une spécificité qui m'a rendu unique. On est Ah oui. 40 monde. Maintenant, on est un peu plus, mais à mon époque, quand on a commencé à mettre les pointes et danser professionnellement, on était une quarantaine. Hein. On était très peu. Donc, dans les marchés du travail, on était très peu. T'imagines, en toute une audition, en toute la France, on était 4 parce qu'on ne se présente pas de concurrence. Parce que j'étais le seul à avoir une formation dite professionnelle, une formation Ouais, assez agonistique, que j'oserais dire. Et d'accord. donc, par contre, pourquoi je préfère ma compagnie ici? Parce que ce n'est pas un homme qui danse sur pointe, ce n'est pas un homme qui s'est travesti en femme, c'est juste Vincenzo qui danse sur pointe. Et c'est ça que c'est beau. C'est ça que Ouais. j'adore. Et donc, c'est pour ça que moi, j'adore mon spectacle, j'adore le spectacle où je travaille avec, parce qu'il est en ligne avec ma pensée. Il est en ligne. Et donc, c'est pour ça que je suis satisfait. Parce que même les Trocadéro, quand j'avais fait l'audition, l'idée de me travestir pour pouvoir faire ce que j'aime, ça veut dire danser sur pointe, je le trouvais une sorte de boîte d'escamotage, comme dit, une boîte de sauvetage. Mm. Tu ne pourras jamais danser comme autant que Vincenzo. Tu dois toujours te travestir pour pouvoir danser. Mm. Moi, je disais, mais pourquoi je n'ai pas le droit juste de mettre des pointes et de danser? Donc le fait que tu aies été un garçon, ça a été discriminant pour toi quand tu voulais faire des pointes. Ça, c'est Et sinon, au cours de tes formations, les auditions que tu as faites et tout, est-ce qu'à un moment, ça a été valorisant que tu sois un garçon ou pas? Alors, il faut dire que moi, quand même, j'ai 27 ans, donc mon époque rentre dans un moment historique. Moi, je dis la période d'après Nureyev, qui du coup a poussé beaucoup plus d'hommes. Dans l'école de danse, on va dire, j'étais un peu plus favorisé en tant qu'homme dans l'école de danse, parce qu'on était, quoique, on était égaux aux filles, mais la directrice avait, comment dire, une attention majeure pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'était plus difficile d'accéder à la formation. Imagine-moi qu'est-ce que j'ai dû faire pour Bah oui. apprendre à danser. Mm. Voilà, donc ça c'était un problème. Mais après, sorti du contexte de formation, dans le contexte de performance d'addition, là, je n'ai pas vu de souci parce il avait une sorte de parité dans les gens qui se présentaient. D'accord. Après, dans les critères de sélection, je ne peux pas savoir. Bah oui. Comment dire, je ne peux pas savoir si eux, ils faisaient des… Par contre, la chose que je pense que c'est sûr et certain, pour une femme, être danseuse, je pense que ça, c'est mon opinion, c'est plus difficile pour un homme, encore aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, même si on a, comment dire, même si les hommes ont commencé à, comment dire, à faire beaucoup plus de danse, je pense qu'il y a une question de numérique, statistique. Je pense que nous, les hommes, on est beaucoup moins par rapport à des filles. Et donc, du coup, la sélection élitiste est beaucoup plus stricte pour des femmes. Par contre, donc, si moi j'étais une fille, peut-être, je ne sais pas où c'est aujourd'hui. Parce que moi, aujourd'hui, si je travaille et si je vis, c'est parce que je danse sur pointe. Donc, je me suis complètement détaché de cette histoire. Mais si j'étais une fille, je dansais sur pointe, bah voilà. Donc, peut-être ça aurait été beaucoup plus difficile. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu, c'est assez délicat. Après, je pense que ça s'évolue aussi, ça dépend par rapport au style, par rapport à la compagnie. Moi, quand je parle toujours par rapport à mon expérience, donc ça veut dire danseur classique, compagnie, voilà. Ouais, ouais. En tout cas, pour toi, ce qui a l'air d'être certain, c'est que le genre, qu'il soit masculin ou féminin,
il joue un rôle dans les parcours qu'on peut avoir en tant que danseur et danseuse, qu'on le veuille ou non. C'est dommage, mais oui. Le sens de diviser aussi strictement des hommes et des femmes. On essaie de trouver des raisons biologiques, n'importe quoi. Des raisons, l'homme est plus porté pour ça. Je dis, oh là là, je dis, on arrête. Mais après, je pense que le changement, ça vient de nous. Donc, ça vient de nous-mêmes. J'espère que dans 50 ans, ou un peu, j'espère plus vite, on va terminer un petit peu. Ça va être un peu, mais même les pas de deux, hein, même la formation de pas de deux. Un homme, il porte, une fille, elle est portée. Pour quelle raison? Parce que pourquoi nous imposer quelque chose juste parce qu'on l'a répété? Tu me vois, je préfère être porté que porté. Je suis désolé. Moi, quand j'adorais, comment dire, ça m'amusait faire les pas de deux. Mais les bonheurs d'être porté, mais c'est autre chose. Je suis désolé. Quand je fais le pas de deux, je suis porté, mais c'est beau. Il y a quelque chose que je dis, vous savez, à mes collègues, j'ai dit, vous ne savez pas ce que vous ratez. Et devant l'homme, tu es sublime, tu essayes d'être sublime, tu t'amuses et l'autre il se fait chier derrière en train de te soulever. Et même dans les solos sur pointe, quand tu es sur pointe, je trouve qu'il y a tu touches en sensibilité qui est sur demi-pointe, j'ai pas. Ça m'ennuie sur demi-pointe. Mais sur pointe, je dis, c'est une sensation tellement de plaisir. Ça me procure du plaisir de faire des échappées, de faire des fouettés, de faire un piqué arabesque. Mais quand tu fais un équilibre sur pointe, tu es tellement fier. Comment dire, quand tu restes, 10 secondes en pause, en appelant. Mais c'est quelque chose que j'ai dit, vous les hommes, désolé, comme vous les hommes dites classiques, vous avez du mal à le voir. Ok. Est-ce que à un moment dans tes formations, tu as eu l'impression d'un moment où tu as basculé vers une nouvelle réalité dans le monde de la danse? Tu t'es dit là, ok, je suis en train de devenir professionnelle, ok, ça rigole plus, j'arrive dans une nouvelle réalité, une nouvelle strate un peu, ou pas forcément? Alors, je suis quelqu'un que, je te répète, moi j'ai beaucoup de chance. Je dis tout le temps, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir eu la possibilité de pouvoir danser. Donc, de douleur que je me suis dû ramener depuis l'enfance jusqu'à là, on peut dire, on est devenu professionnel. Parce que après, pour moi, le professionnel, c'est pas qu'il y a le contrat ou pas. Pour moi, j'ai fait une distinction entre, pas l'amateur et le professionnel, entre l'habituel et les sporadiques. Pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui danse régulièrement. Un sporadique, ça veut dire quelqu'un qui danse, par exemple, une fois par an, dans la même discipline. Donc, en prenant la danse classique, pour moi, je considère professionnel. Moi, je trouve qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui, par exemple, danse classique, pour moi, quelqu'un qui n'a jamais eu de contrat, mais qui a pris un cours de danse régulièrement de danse classique et qu'il connaît toute la langue de la danse classique, pour moi, c'est un professionnel. Régulièrement, ça veut dire quoi? Pour moi, régulièrement, ça veut dire régulièrement, que ça lui permet de pouvoir maîtriser les langages. Pour moi, la danse, c'est comme une langue. Je peux me définir professionnel quand je la connais. Ça ne veut pas dire que tu dois savoir le faire. Ça veut dire que tu dois le connaître. Par contre, pour pouvoir le connaître, il faut la pratiquer. Moi, je suis sur ça. Je pense que la pratique de la danse classique, on peut être professionnel de la danse classique. Pourquoi je dis la pratiquer? Parce que c'est la façon plus vite pour la maîtriser. Mais imagine que tu es, je ne sais pas, en analyse de mouvement ou autre chose et tu n'as jamais fait des danses classiques. Comment dire? Tu n'as jamais pratiqué la danse classique, mais tu as tous les instruments. En fait, moi, pourquoi je fais le rapport à la langue? Parce qu'il y a la personne qui parle une langue et la personne qui étudie la langue. Mais tous les deux, ils ont maîtrise de la langue. Il y a quelqu'un qui la sait parler, qui la sait exploiter et l'autre qui sait l'analyser par rapport à la danse. C'est une forme de l'expression, donc c'est une langue corporelle, d'esprit, comme on veut. Et donc, par rapport à le concept de profession, j'ai jamais eu la sensation de devenir professionnel parce que moi, j'étais professionnel, si on peut le dire, dans le sens que je le conçois, depuis que j'ai commencé la danse. D'accord, ok, c'est intéressant. Voilà. Et du coup, pour revenir sur ce que c'est pour toi la distinction entre du coup amateur, alors semi-pro, c'est un truc que des fois on dit, je sais pas si ça a du sens pour toi, mais si ça a du sens, voilà. Et non, c'est profession professionnelle. Oui, alors moi, j'accepte pas amateur professionnel. En fait, pour moi, quand on me parle d'amateur professionnel, je parle de… Moi, comment dire, je refuse la case amateur professionnel et moi, je parle de sporadique habituel. Parce que c'est ça l'intérêt, en fait. Parce que en fait, entre professionnalisation et profession, là, on peut parler. Et là, c'est quoi la différence?
Alors, pour moi, là, la différence, c'est justement, comme je te disais, Ouais, l'histoire du contrat. Pourquoi c'est l'histoire du contrat? Parce qu'on est dans une société européenne. Donc, moi, je contextualise. ouais, Je contextualise en Europe. Je suis en Europe, on est en Europe. Et donc, en Europe, on a cette concept de la profession de danseur, du métier de danseur, qui était reconnu comme un salaire. Parce que tu rentres dans les cases des cotisations sociales, le régime de spectacle, et donc il a tout un encadrement. Après, c'est la conception du métier. Pour un métier de danseur, si on réfléchit en suivant la règle néolibérale et libérale, bah alors c'est ça, c'est un contrat. ouais, Par c'est quand contre, c'est lucratif. c'est quand c'est lucratif, Ouais, quand il y a de l'argent. Par contre, comme moi, je n'accepte pas une politique libérale, je n'accepte pas cette forme libérale, moi, je parle de habituel et sporadique. Il est complètement le truc d'argent. Parce que je veux qui je suis pour pouvoir juger, pour pouvoir dire qui est professionnel ou pas, juste sur qui a un contrat ou pas. Et donc, donc, ça ne veut rien dire, cette histoire de contrat ou pas contrat, même si j'ai un contrat. Bon, mais la question, vraiment, c'est devenu, comment dire, qui a décidé qu'on doit produire d'argent? Moi, je parle toujours de Modigliani. Modigliani, il est mort, c'était un peintre italien qui est mort en France. C'était un peintre qui est mort en pauvreté. Et ses œuvres, ils sont exposés partout dans le monde, dans le Louvre, dans le d'Orsay. Il est mort en pauvreté parce qu'à l'époque, on avait commencé la politique néolibérale, mais la politique néolibérale a pris son exploit depuis les révolutions industrielles. Les personnes qui faisaient les métiers d'art, je ne sais pas s'ils pensaient vraiment à la question d'argent. Je pense que c'est plus. Moi, je pense que. c'était plus viscéral. Je pense, voilà, c'est ça que ça manque maintenant. Maintenant, c'est devenu un métier, c'est devenu une profession. Et donc, je pense que la produit artistique, le génie est trop contrôlé. Je pense qu'il y a des gens qui ont des génies, mais qui veulent rentrer dans des cases. D'autres fois, j'ai parlé avec un collègue intermittent au spectacle. Lui, il parle de business, voilà. Il dit oui, toi, tu serais génial pour les business. Je dis, écoute, je suis pas une escorte de la danse. Voilà, je dis, je suis désolé, je dis ça, je dis, je peux pas dire quoi fait de l'argent ou pas. Je ne sais pas pourquoi cette société nous. Je pense que ça limite le génie. Je pense que pour moi, l'art, c'est la production, c'est ça le génie. C'est quelqu'un qui, pour moi, le vrai génie, c'est quelqu'un qui ne le fait pas pour avoir des intérêts. C'est aussi, maintenant, je pense que dans la danse, on a un moment de paradoxe. On a un moment où on veut faire tomber des barèmes physiques et techniques, toujours en gardant la même truc du but professionnel du contrat. Donc, Ouais. même dans les formations, maintenant, les formations, ils n'ont pas un but de former des artistes, ils ont un but de former des travailleurs. À chaque fois que je parle de formation, que j'entends de formation, j'entends toujours en formation envers les attentes du chorégraphe, quand tu vas rejoindre une compagnie, si quelqu'un n'est pas là, tu dois le remplacer. Dans un point de vue performatif. Voilà, et en fait, il n'a jamais, je suis ici pour m'apprendre au mieux la danse. Je ne suis pas ici pour être, comment dire, je dois être les meilleurs danseurs en rapport à la profession, en rapport à un contrat. Maintenant, on choisit avant de terminer la profession où on veut aller en suivant les cases. Par exemple, je sais que je suis trop musclé comme fille pour faire l'Opéra de Paris. Bah, je peux aller en Allemagne parce que les critères, ils veulent des femmes comment dire, un peu plus musclées. Je sais déjà avant de me diplômer que je ne vais pas aller à l'Opéra de Paris, mais je vais aller dans un but d'économie. Tu vois, c'est vraiment c'est des directions très économiques. C'est, comment dire, où c'est la liberté d'esprit, la liberté d'expression et tout ça. Peut-être, ça serait plus. Peut-être que les gens, du coup, qui sont vraiment contre participer à ces cases-là, puisque quand. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand on auditionne, c'est quelque part qu'on est d'accord pour participer à ce genre de truc. Ou du moins que. Après, avoir le choix, pas le choix, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà. Mais alors, peut-être que les gens qui, eux, essayent d'être précautionneux sur moi, je ne veux pas participer à ça ou je ne veux pas participer à ça, c'est peut-être les gens qui sont appelés ou qui s'appellent autodidactes. Tu sais, c'est un truc dont on parle dans la danse. Alors ça, c'est pareil, tu vois, ça, c'est un truc où tout le monde n'est pas trop d'accord là-dessus. Il y en a qui disent que c'est pas possible d'être autodidacte. Moi, je pense que par rapport à ça, par rapport à la transmission d'une discipline, après, je répète, qui je suis pour décider que c'est bien ou pas bien. Bien sûr, mais je te demande ton avis. Donc, Donc, en dis-moi. partant de ça, mais
Je pense que la beauté de la danse classique, de la danse en général, c'est qu'une langue est faite pour parler à quelqu'un d'autre. Donc, le concept d'autodidacte, pour moi, c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est une langue. Donc, la langue, il faut la passer ou la recevoir. Donc, l'autodidacte, il est bloqué. Donc, comme dit, il est bloqué. Ça doit être vraiment après, comment dire, moi, je pense que la danse, c'est quelque chose de convivial. Je pense que la danse, c'est quelque chose de collectif, même si on travaille en individu, voilà. Mais les danses dites classiques, je pense que le concept de transmission est très, très important. Mm. Après, là, ça serait intéressant. Peut-être, si tu me dis un autodidacte pour la danse classique, je te dis, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'il n'a pas la transmission. Mais après, si je suis autodidacte pour faire une autre danse, pour créer ma propre danse, ah bah là, c'est autre chose. Là, tu peux créer ton propre langage. Donc il n'y a pas de souci. Mais même si tu veux être autodidacte en danse classique, de toute façon, déjà, l'effet que tu dis je suis autodidacte en danse classique, ça veut dire que tu n'es pas proprement autodidacte parce que les concepts de danse classique prennent de quelque part. Tu dis je suis autodidacte en danse. D'accord. Tu te fais à la maison, tu t'inventes ta technique, tout ça. Mais après, tu dis, je suis autodidacte en danse contemporaine. Déjà, les concepts, ça veut dire que tu connais. Donc, tu n'es pas vraiment autodidacte. Tu es quelqu'un qui fait une sorte de plagiat consenti. Voilà, voilà mais c'est… Et je voulais revenir aussi sur un truc. Donc, tu as évoqué ça quand tu parlais de ton retour après la Russie, quand tu as essayé de bosser un peu tout ça. Ça, c'est Oui, un truc que je voulais aborder de toute façon. Je voulais avoir ton avis par rapport au fait qu'il y a un peu ce caractère bénévole du danseur ou de la danseuse, qui, par exemple, participe à des projets gratuitement parce qu'il est prêt à travailler, parce qu'il y a ce truc de ouais, ça me fait l'expérience, mais du coup, j'accepte de travailler gratuitement. Et voilà, tous ces trucs-là, voilà, le caractère un peu, tu sais, les annonces sur Facebook, recherche danseur pour un clip, des trucs où ouais, c'est spécifié ou pas, que c'est rémunéré ou pas. Mais en tout cas, je ne vais pas faire de généralité parce que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, dans le spectacle vivant, et notamment dans la danse, c'est un truc dont on entend pas mal parler, ou en tout cas qui existe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que là, en fait, nous, on se trouve dans une société où il faut gagner sa vie pour payer des impôts, pour faire ça. On a des règles, donc on doit rentrer dans des cases. Donc, ça n'a rien à voir avec la pratique en soi-même. Là, on parle vraiment d'un aspect de travail, d'un aspect de travailleur en suivant des règles néolibérales. Et là, c'est un problème parce que la danse en général, l'art vivant, comme et entre les deux, entre un aspect de travail et culturel, moi, je suis pas d'accord, par exemple, à pas donner une forme de rémunération à la personne qui travaille. En fait, moi, après, ça dépend. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça dépend des cas. Ça dépend vraiment des cas. Parce que si je veux faire un projet gratuit, je n'ai fait plein, hein, mais c'est parce que c'était mon choix, c'était mon plaisir. Si je le fais parce que je suis forcé à le faire, là, c'est autre chose. Là, c'est du forcing. Là, c'est vraiment je dirais dire, même du mobbing. En fait, toi qui es dans une position de hiérarchie autoritaire, tu m'imposes quelque chose et je n'ai pas le choix de m'échapper. Ou tu me promets quelque chose, c'est en forme d'oppression. Même si tu me dis, si tu fais ça gratuitement, après je te paye en faisant ça, c'est en forme de oppression d'un homme sur un autre. Tu mets ton pouvoir sur moi pour me faire travailler. Et tu penses qu'on Donc, n'a pas le choix à partir de quel moment, quand tu dis on est forcé? C'est à partir de quel moment je on est pense, forcé? parce que imagine que, moi je dis toujours, on contextualise, là je vais être réaliste, peut-être pas réaliste, je vais être contextualisé dans les contextes ici. Imagine une fille qui est à Paris et qui doit payer son loyer, qui a, en ce moment surtout, voilà, qui n'a pas d'échappatoire, comment dire, qui n'a pas Mm. d'échappatoire, qu'il peut se retrouver à la rue. Donc là, c'est que quand tu as, c'est parce qu'en fait, c'est la pauvreté, la détresse économique que ça force les travailleurs à accepter des conditions de travail que normalement ils n'accepteront pas. Et comment dire, mais l'idée, eux, ils utilisent une force d'employeur. Si ça ne te va pas, tu pars. Après, s'il y a quelqu'un qui le fait bénévolement, ça existe aussi. Mais après, si par exemple, moi, je vis ma vie que grâce à la danse, je suis très chanceux de rentrer dans ces putains de cases d'économie en faisant ma passion plus grande que c'est la danse. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas, ou qui n'ont pas la possibilité. Et donc, du coup, je me mets l'envie de vouloir danser est plus forte que de l'envie de gagner de l'argent. Après, c'est beaucoup personnel, mais moi, sur ça, moi, je me bats aussi par rapport à ça. Par exemple, là, je suis en train de me mettre en contact avec des ministres de la ministre culturelle en Italie, voilà, pour essayer de réadapter la forme d'intermittence du spectacle en Italie. Ok. C'est assez touristique parce que j'ai des contacts, voilà. Mais parce que je trouve que
pourquoi en France, on a une très bonne, je trouve, production culturelle? Parce que l'État finance les artistes. Moi, grâce à l'intermittence du spectacle, j'ai pu faire des spectacles, payer des danseurs. Que moi, quand je fais les spectacles que j'organise moi-même, je les paye tout le temps. Moi, je ne me paye pas, mais eux, je les paye. C'est comme ça. C'est quoi? C'est pas comme ça. C'est que Pour toi. Pour toi, pour c'est moi, comme c'est ça. comme ça. Moi, quand je fais, en fait, c'est d'abord les salaires de qui font le travail, de qui font les travails, surtout, après, ça dépend. Si le danseur me dit, je le fais bénévolement, je dis, écoute, je peux t'offrir, voilà, je peux te faire un contrat, comme ça, tu auras tes contributions, tes cotisations. Mais je trouve que ce n'est pas juste que les autres n'ont pas la même possibilité. En Italie, ils n'ont pas la possibilité que moi de se faire des spectacles propres. Ils n'ont pas les moyens. Moi, je me permets d'investir dans le spectacle vivant. Mais eux, ils n'ont pas ce choix parce qu'ils n'ont pas l'intermittence. Donc, je voudrais ramener ça, le système au moins. D'accord. Ok, ok, ok. Mais en tout cas, voilà, pour toi, c'est un truc qui existe, quoi. Hum, Et C'est triste. C'est triste parce que ça me fait tellement de peine de voir les artistes qui, qui comment dire, galère. bah oui, qui galèrent et qui n'ont pas le choix. Comment dire, c'est parce que tu dois payer les loyers, tu dois payer l'eau, tu dois payer les impôts, tu dois payer ça. Mm. Donc, tu es forcé, hein, c'est strict, c'est Oui, puis horrible. souvent, c'est des trucs qui sont. Enfin, tu vois, là, tu parles de problématiques de il faut payer ci, il faut payer ça. Mais souvent, la plupart du temps, enfin, ce qui est en tout cas le plus facilement accessible, c'est souvent pas payé en plus. Oui, et c'est ça parce que, Alimentaires qui n'ont rien à voir avec la danse pour voilà, pouvoir faire des projets qui sont parfois pas rémunérés avec la danse, voilà. quoi. Il a plein, mais plein du monde. Et ça m'a fait de la peine parce que ça veut dire que, en fait, on a décidé qui peut danser, qui peut pas. Et c'est ça que j'aime pas. En fait, on est en train de décider qui a le droit de danser, qui pas. Une fille qui a pas les moyens de se faire rémunérer maintenant pourra, comment dire, elle aura du mal à exploiter le métier, donc son art, donc peut-être son génie. Voilà, donc c'est très dur comme époque. Maintenant, c'est très dur. Et j'espère qu'à un moment, ça va changer. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir traversé aussi des potentielles dualités entre, alors ça c'est encore une fois, ça dépend de chacun, mais entre ta tête, ton esprit, ton cerveau, voilà, ça dépend comment chacun appelle ce qui se passe dans la tête, Oui. et ton corps. Est-ce que tu as eu l'impression parfois d'avoir un rapport au corps qui était affecté par ta pratique de la danse? Si oui, est-ce que tu veux bien en parler? Oui, alors, moi, je ne me suis jamais blessé. Ça m'a jamais, j'ai jamais eu de blessure. Jamais eu de blessure parce que Incroyable. j'écoute mon corps, tout simplement. J'ai beaucoup forcé, mais je sais mes limites. Je sais les limites biomécaniques. Voilà, c'est à un moment, si le corps, comment dire, et comment dire, je travaille beaucoup, à quelqu'un qui s'usure, si on peut le dire. Mais mon imaginaire, en fait, mon imaginaire n'était pas par rapport au physique, était par rapport à la façon de danser, par exemple. J'adore, par exemple, Aurélie Dupont, Dorothée Gilbert, tout ça. Et donc, moi, dans mon imaginaire, moi, quand je pensais de danser, je pensais de danser dans cet état d'esprit, état pas d'esprit, état corporel, Gestuelle. Ouais. gestuel, voilà. Et donc, j'essayais de suivre, de copier, mais vraiment, pas les pas, mais la façon de comment on pose le pied, on met son poids. Et donc, en faisant ça, en fait, mon imaginaire m'a déformé, on peut dire. Après, si on parle de corps-corps, moi, grâce à les pointes, en fait, maintenant, je trouve que mon corps a complètement changé. La forme de mes lignes, la forme de mes jambes, la forme de ma technique aussi, et que je trouve plus jolie pour moi, plus capable, plus apte à moi, à ma façon d'être. Quand j'ai fait un arabesque, par exemple, un piqué arabesque sur pointe, bah, les autres, ils disent, putain, tu as des arabesques comme t'es une fille. Si on te coupe, tu es une fille. Je dis, non, c'est pas que je suis une fille. C'est juste que, comment dire, mon corps, comment dire, il s'est construit autour de cette image que ça vous ramène à l'imaginaire de la femme. Mais c'est moi toujours. Hein, voilà, et donc, même par rapport à ça, mon corps j'ai jamais fait de régime. Voilà, donc, par contre, j'ai jamais exigé quoi que ce soit. En fait, j'ai toujours, en fait, dans mon imaginaire, par exemple, j'avais l'impression d'avoir la jambe là, même s'il était là, mais c'était une sensation. Par contre, à force d'imaginer, bah, la jambe a monté. Comment dire, c'était une sensation, sentir Oui. la sensation que par vas-y. Et du coup, maintenant, je dis, ah bah putain, j'ai les jambes très haut, j'ai les jambes. Mais c'est un imaginaire. Après, je sais, peut-être que c'est juste, par exemple, quand j'ai fait 5 pirouettes, quand j'étais plus petit, la première fois, je me rappelle que j'ai fait 5 pirouettes, je m'étais filmé à la maison, à Motorola, je ne pourrai jamais oublier.
et j'ai mis la musique d'Elisa, une chanteuse italienne. J'ai fait, bam, 1, 2, 3, 4, 5. La sensation, je ne l'ai jamais oubliée. Et donc, maintenant, je suis quelqu'un qui tourne beaucoup. Mais parce qu'en fait, quand je prends une sensation que je pense être positive, je la garde. Ton imaginaire affectif, il joue beaucoup. Ah, totalement. C'est Ouais. totalement. Je pense que c'est sans... Alors, j'ai jamais fait le diplôme d'État ni rien, mais je pense, de ce que je connais, que c'est une forme de pédagogie que de travailler avec Oui. l'imaginaire. Oui. Et alors, que toi-même, du coup, tu te fais une auto-pédagogie de ça, je trouve que c'est Oui, intéressant. oui. Mais je suis certaine, moi, que de toute façon, c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Quand mécaniquement, physiquement, il y a des choses qui, là, à ce moment-là, ne peuvent pas avancer, c'est par l'imaginaire souvent que c'est Oui, parce que intéressant de passer. à exploiter ma façon de voir ma danse, ma façon de voir. Donc, par exemple, la façon de. Je ne suis pas quelqu'un de très en dehors. Je ne suis pas quelqu'un, on me dire, qu'il me regarde, il ne le voit pas. Mais moi, je sais que j'ai du mal à rester, voilà, table, voilà. Mais les gens, ils ne le voient pas. Mais pour moi, je suis très en dehors. Comment dire, j'ai une sensation de. J'ai la sensation. Parce que moi, j'y vais. En fait, moi, quand je présente un pied, en fait, je me sens Isabelle Chara. Voilà. En fait, quand je présente un pied, je pense de le présenter. Quand je viens de développer en quatrième des vents, je pense vraiment de le faire à l'Isabelle Charara. Mais après, dans la réalité, ça correspond. Non, c'est pas pareil. Mais la sensation, c'est la même. Chaque fois que je fais un développé, je pense d'offrir quelque chose avec mon pied. Je ne crée pas de contracture. Comment dire? Je sais que pour faire certaines choses, surtout dans la longueur, il ne faut jamais contracter. Et donc, du coup, quand j'enseigne aussi, par exemple, quand je dis aux enfants par rapport à l'en-dehors, je ne dis pas serre tes fesses ou ferme ton cul. Voilà, je ne dis pas ça. Je dis relaxe ton bassin. Je dis relaxe-toi en première. Sens-toi confortable en première. Donc, je dis pose tes pieds dans le sol. Sens le bassin qu'il descend. Et surtout, je le dis avec, j'essaie d'utiliser la voix pour le calmer. Je dis souris, détends-toi. Et j'écris, l'enfant, il va être comme ça. Mais Ouais. si tu dis, vas-y, sens ton bassin qu'il descend, relax, sens qu'il bouge, je dis, sens qu'il s'ondule, qu'il fait quelque chose. Et je dis maintenant, vas-y dans le sol délicatement pour essayer d'aller vers l'extérieur. Normalement, ça marche. Et il faut jamais. Moi, je pense que l'en dehors, c'est fondamental d'avoir un bassin neutre, en position neutre. Le mettre dans une position de pas de stress. Sinon, ça se contracte. Puis à la seconde, j'ai obtenu des visuels de pause, mais réels, que je pense que sans l'imaginaire, je ne l'aurais jamais eu. Ok. Mais du coup, globalement, tu as beaucoup dansé, tu as toujours été, du coup, j'ai l'impression, copain avec ton corps. Oui. Or, par exemple, je suis fier de mon corps parce que c'est le mien. C'est moi le propriétaire de mon propre corps. Donc, je suis tellement fier de mon corps, mais pas parce qu'il a le goût de pied, il a les gens, mais parce que on est en accord. Voilà, on marche ensemble. Je ne me trouve pas petit. Il dit, ah, t'es petit. Non, je ne me trouve pas petit. Mon hauteur, il est exactement comme il faut être pour moi. Voilà, c'est mon corps. Et du coup, ouais, attends, je veux juste revenir sur ce truc fou de tu t'es jamais blessé. Alors, j'ai eu des courbatures, ben, c'est ça. Moi, j'ai jamais. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Même mon mec dit c'est assez extraordinaire et tu t'es jamais blessé. Il me dit tu travailles beaucoup, voilà. Moi, comment dire. Et j'ai fait des choses. En fait, je me rappelle un jour, j'étais en spectacle. J'ai fait 80 spectacles à la suite. Pourquoi on se blesse, je pense? Par exemple, là, j'ai peur de la reprise athlétique, parce que je sais que mon corps, il n'est pas prêt. Donc, je vais être tranquille. Parce que si je commence à faire des choses plus fortes que je ne suis pas en forme, là, je me blessais. Mais comme moi, je suis resté, jusqu'avant le Covid, je suis resté toujours en forme, j'étais toujours en forme. Donc, mes chutes, je suis tombé par terre, j'ai glissé, je prenais un torse, voilà, tout. Mais j'ai eu jamais je touche le bois, j'ai jamais eu de pathologie, de pathologie chronique que ça m'a. En fait, j'étais jamais empêché de pouvoir danser pour une blessure. C'est même par rapport, par exemple, sur Tutu, j'ai fait 80 spectacles à la suite sur pointe. Donc, la possibilité de se blesser, elle était ouh! Et même, c'était juste que j'étais tombé. Et donc, la chose que j'ai fait, j'ai dit, Philippe, écoute, j'arrive à bouger le pied. La seule chose que je dois faire, je dois mettre des pointes plus souples, comme ça, le pied fatigue moins. Et je dois mettre un conteneur de la cheville. C'était la seule fois où j'ai mis un conteneur de la cheville et j'avais pas mal, c'est passé. Parce que j'avais mis la glace tout de suite, Ouais. un peu d'arnica, mais c'était même pas en blessure, c'est juste que que j'avais glissé. Après, je ne sais pas si c'est génétique, si c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est. Alors, j'ai eu un moment
j'étais plus petit, j'ai fait les grosses erreurs. Moi, je souffre de laxité ligamentose quand même. Donc, je me suis endormi un jour, j'étais fatigué et je me suis réveillé avec les pieds complètement tournés. Je suis allé à l'hôpital parce que j'arrivais plus à bouger mes jambes. Mais c'est parce qu'en fait, la musculature était active pendant toute la nuit. Donc, 8 heures en dehors. Donc, je suis allé là, le docteur a dit non, vous avez pas de, vous avez juste un petit peu enflammé la hanche, mais vous l'avez enflammé parce que vous avez dormi comme ça. Il m'a bougé un petit peu, ça faisait hyper mal, ça faisait hyper mal. Mais il a dit il n'a pas de pathologie. Il n'a pas comment dire, un problème. Il dit, vous avez une laxité ligamenteuse, votre subconscient, il vous a mis en dehors. C'est comme si vous étiez en cours de danse toute la nuit sans le savoir. Mais j'étais fatigué. Et donc, vous avez vos muscles qu'ils ont fait adios. Donc, il m'a conseillé de dormir pas comme ça. Mais je n'ai pas sauté. Comment dire, je me suis pris 3 jours de repos parce que la hanche m'a dit qu'il doit se stabiliser. Et surtout, si un docteur il me dit tu ne peux pas danser, je ne danse pas. Ça, c'est sûr. Après, moi, je fais du stretching, mais beaucoup. Beaucoup. Je suis un accro du chauffement. Moi, je passe entre 45 minutes, voire 50 minutes par jour à faire de l'échauffement avant et après. Je fais attention parce que moi, je fais beaucoup un travail de relax et comme on disait, d'inhibition. En fait, je pense que le corps il s'améliore quand il est vraiment tranquille. Si je veux faire un grand écart, je ne dois pas le pousser. Ça doit être la gravité qui me ramène vers le bas. Et Ok. mais je vais doucement. Donc, je prépare. En fait, moi, quand je m'échauffe, je chauffe d'abord la cheville, le genou, la hanche, le dos, le bras, la tête, les pieds, tout. Et après, je commence à unir. C'est parti. Genou, pied, hanche, genou, pied, hanche, dos. Mais je le fais tous les jours, avant et après. Et donc, peut-être c'est ça. Ok, ok. Mais hyper intéressant. Merci d'avoir pris le temps, c'était super chouette. Non, ne t'inquiète pas, c'était un plaisir. Merci. J'espère que que c'était pas trop incompréhensible. Voilà. Non, non, c'était super chouette. Merci. Salut. Salut. Ciao, ciao. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.